Bilal était le chauffeur de notre maison. Bilal était le chauffeur de notre maison, mais j'étais tombée amoureuse de Bilal. Mon père avait arrangé mon mariage dans une famille riche, alors que moi, je voulais épouser Bilal. Chaque fois que j'étais seule dans ma chambre, j'appelais Bilal, puis je le regardais et je lui donnais aussi un peu d'argent. Un jour, en revenant du marché, j'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Mon père, à travers les rideaux de la chambre, avait fait en sorte qu'une raie de lumière tombe directement sur mes yeux. Dans mon sommeil léger, je me tournai et j'entendis le bruit de l'eau tombant de la terrasse extérieure. Je me levai et regardai par la fenêtre. Bilal, les manches de sa chemise bleue retroussées, arrosait la voiture noire de mon père avec un tuyau. Des gouttes de sueur brillaient sur son front et il nettoyait avec beaucoup d'attention la poussière accumulée sur le capot de la voiture. Je restais là à le regarder. Il ne savait probablement pas que je m'étais réveillée. Il prit un chiffon et se mit à frotter la vitre. J'ajustai rapidement mon dupatta et descendis les escaliers. Arrivé sous la véranda, je toussai artificiellement. Bilal sursauta, le tuyau lui glissa des mains et tomba, et le jet d'eau commença à mouiller mes chaussures. Il se baissa vite pour ramasser le tuyau et courut fermer le robinet. Je restais là à sourire. Quand il revint, ses yeux étaient fixés au sol. Il s'essuya les mains mouillées sur l'ourlet de sa chemise et se mit de côté. Je m'approchai de la voiture, traçai une ligne du doigt sur la vitre qu'il avait nettoyée et lui demandai « Bilal, est-ce qu'on ne va pas être en retard pour le collège aujourd'hui? » Sans regarder sa montre, il répondit « Oui, mademoiselle, la voiture est prête dans 5 minutes. » Je fis la moue quand il m'appela « mademoiselle » et rentrai. Puis, après m'être préparée et avoir pris mon petit déjeuner, je ressortis. Il était là, raide comme une statue, tenant la portière de la voiture ouverte. Je m'assis sur la banquette arrière. La voiture sortit du portail et la rue était silencieuse. Pour briser le silence, je cherchais son regard dans le rétroviseur, mais il gardait les yeux fixés sur la route. J'ouvris mon sac, en sortis un billet de 500 roupies et le posai à côté de son siège. Je dis « Prends ça. Hier, à cause de moi, tu as beaucoup attendu au soleil. » Ça. Bilal regarda le billet, puis, silencieusement, il se rangea sur le côté. Il ne se tourna pas vers moi, dit simplement d'une voix douce « Mademoiselle, c'est mon travail. Ne me mettez pas dans l'embarras. » Je pris le billet et le mis de force près de son épaule, sur ses genoux. Il ne dit rien et redémarra. Au portail du collège, il arrêta la voiture et en descendant, je dis « Cet après-midi, ne viens pas me chercher avec la voiture. Je rentrerai à pied. Attends-moi simplement au portail. » Il me regarda avec étonnement, mais je partis sans attendre sa réponse. Dans la chaleur torride de l'après-midi, quand je sortis, il se tenait à l'ombre d'un arbre pipal. Il avait dans la main une petite enveloppe. Dès qu'il me vit, il me la tendit. Je l'ouvris et vis le même billet de 500 roupies et un petit chocolat. Je le regardais d'un air interrogateur. Il sourit et dit « Mademoiselle, vous m'aviez donné de l'argent. J'ai acheté un chocolat avec cet argent. Reprenez le reste. » Sa simplicité me fit fondre le cœur. J'ouvris le chocolat sur le champ, en cassai un morceau et le lui tendis. Il regarda autour de lui, puis, timidement, prit ce morceau de ma main. À cet instant, j'eus l'impression que le haut mur entre nous était en train de s'écrouler. En rentrant à la maison, voyant la voiture de mon père garée sous le porche, nous eûmes tous deux un mouvement de frayeur. Mon père était assis sous la véranda, sur une chaise, à lire le journal. Ses yeux d'aigle nous avaient repérés dès que nous étions entrés par le portail. Bilal baissa aussitôt la tête et se dirigea vers le garage. Mon père posa son journal et m'appela près de lui. Sur son visage se lisait la même étrange dureté que d'habitude. Il posa sa main sur ma tête et dit « Zainab, ma fille, tu es grande maintenant. J'ai trouvé un très bon parti pour toi. C'est le fils de mon ami. C'est une famille très riche et j'ai dit oui. » J'eus l'impression que quelqu'un m'enfonçait un poignard dans la poitrine. Je voulus dire quelque chose, mais l'autorité de mon père était telle que mes mots restèrent bloqués dans ma gorge. Je montai silencieusement dans ma chambre, me laissai tomber sur le lit et me mis à pleurer. Je me rappelais le visage souriant de Bilal qui était devant moi un peu plus tôt, sous l'ombre de l'arbre. J'attendis la nuit.
Quand tout le monde fut endormi, je descendis à pas feutrés et regardai. Bilal se tenait près du garage, fumant une cigarette. Dès qu'il me vit, il jeta sa cigarette. Je m'approchai de lui et dis « Bilal, mon père a arrangé mon mariage. » Il ne dit rien, son visage devint blanc. Il me regarda longtemps, puis dit « Le maître a dû bien faire. Lui seul peut décider de votre vie. » Son impuissance, cachée dans son ton, me tourmenta. Je dis « Cela ne te fait rien? » Il baissa la tête et répondit « Bien sûr que si, mais quelle est ma condition? Je ne suis que votre chauffeur. » Cette nuit-là fut très longue pour nous deux. Je continuai à pleurer dans ma chambre et il resta dehors, dans l'obscurité. J'avais la sensation que la paix de ma vie allait disparaître pour toujours. Dès le lendemain, les allées et venues des invités commencèrent dans la maison. Mon père était très heureux. Il distribuait des sucreries dans toute la famille, et moi, assise dans un coin, je pleurais mon destin. Bilal avait maintenant commencé à éviter mon regard. Même en conduisant, il restait silencieux comme si sa langue était collée à son palais. Je lui fis signe plusieurs fois de s'approcher, mais lui, par peur, ne venait pas près de moi. J'avais l'impression que les yeux de mon père étaient constamment fixés sur moi. Il ne laissait personne me parler en privé, en particulier quand je m'approchais de Bilal. Ses traits se durcissaient. Un jour, tout en étanchant ma soif dans la cuisine, mes yeux étaient sur lui par la fenêtre. Il arrosait les plantes dans le jardin. Mon père vint soudain se placer derrière moi et dit « Zénab, ma fille, tu devrais cesser de te soucier de ces petites tâches. Tu vas bientôt devenir la belle-fille d'une très grande famille. Là-bas, les domestiques obéiront au moindre de tes signes. » Il y avait un avertissement dans ces paroles. Tout en buvant, je me blessai au doigt et le sang commença à couler, mais je ne ressentis aucune douleur. Ma douleur était de ne même pas pouvoir parler à celui que j'aimais. Le temps passait et j'avais pris une décision. J'appellerais Bilal en privé et je lui demanderais s'il pouvait faire quelque chose pour moi ou non. Ce soir-là, quand mon père sortit pour une réunion hors de la ville, je saisis l'occasion et appelai Bilal dans ma chambre. Hésitant, il vint se tenir à la porte de la chambre. Je lui dis « Entre, il n'y a personne. » Il jeta un coup d'œil dans le couloir et entra. Je lui pris la main. Il dit « Qu'est-ce que vous faites? Si quelqu'un nous voit, je suis mort. » Je lui répondis « Je n'ai pas peur pour ma vie. Je veux seulement être avec toi. » Les yeux de Bilal s'emplirent de larmes. Il dit « Je peux même donner ma vie pour vous, mais je suis pauvre. Je n'ai rien à vous offrir. » Je lui dis « Je ne veux rien. Donne-moi seulement ton soutien. » À partir de ce jour, nous commençâmes à nous rencontrer en cachette. Je l'appelais dans ma chambre et nous passions des heures à nous regarder. Je lui donnais aussi de l'argent, espérant qu'il pourrait trouver une solution, mais lui, il gardait toujours cet argent dans sa poche, sans le dépenser. J'avais l'impression que nous allions peut-être nous sortir de cette épreuve, mais les intentions de mon père étaient tout autres. Aujourd'hui, le ciel était couvert de nuages noirs et la chambre était étouffante à cause de l'humidité. J'ouvris les battants de la fenêtre, une bouffée d'air frais entra. Les plantes du jardin extérieur se balançaient sous la force du vent. Bilal se tenait près du garage, mettant une bâche sur la voiture pour la protéger de la pluie. Je vis que sa chemise était trempée de sueur et il s'essuyait le front avec son bras à plusieurs reprises. Soudain, avec un fort craquement, la pluie se mit à tomber. Bilal resta là immobile et en un instant, tout le jardin fut inondé. Je sortis sous la véranda et l'appelai. « Bilal, entre, sinon tu vas tomber malade. » Lui, hésitant, vint se tenir près des marches de la véranda. Ses cheveux étaient mouillés et collés sur son front, l'eau coulait sur son visage. Je pris une serviette sèche dans la chambre et la lui tendis. Il tendit la main pour la prendre, puis recula brusquement. Je le regardai et dis « Tiens, sèche-toi. » Il prit la serviette et se mit à s'essuyer les cheveux, mais ses yeux étaient toujours fixés au sol. Je lui demandai « Bilal, pourquoi as-tu peur de moi? » Il prit une longue inspiration et répondit
Ce n'est pas de vous que j'ai peur, mais des circonstances dans lesquelles nous sommes tombés. Le maître a commencé les préparatifs de votre mariage, et je suis là, debout, à regarder la pluie. » Il y avait tant d'amertume dans sa voix. Je m'approchai de lui et dis « Je t'ai dit que je ne serais à personne d'autre, non? » Il rit amèrement, me regarda et dit « Vous êtes la fille du maître et je ne suis qu'un simple domestique qui conduit votre voiture. Demain, quand vos beaux-parents arriveront, ce sera moi qui irai les chercher en voiture. Croyez-vous que je puisse supporter tout cela? » Je n'eus aucune réponse. La pluie s'intensifiait et nous deux, dans ce silence, partageons la douleur l'un de l'autre. La nuit, quand tout le monde dormait, je redescendis. Dans la cuisine, une lumière tamisée était allumée. Bilal était assis sur un banc à faire sécher sa chemise mouillée. Je ne l'effrayais pas, je m'assis simplement en silence en face de lui. Il me vit et fit pour se lever, mais je lui fis signe de rester assis. Nous restâmes assis dans l'obscurité à parler longtemps. Je lui racontais que ce garçon à qui j'avais été fiancée ne me plaisait pas un seul instant, que c'était une personne arrogante qui ne comprenait que le langage de l'argent. Bilal m'écouta, puis dit doucement « Peut-être qu'il pourra vous rendre plus heureuse que moi, parce qu'il a tout ce que je n'aurai jamais. » Je lui pris la main et dis « Le bonheur ne vient pas de l'argent, Bilal. » Il resta silencieux. Soudain, on entendit le bruit d'une porte qui s'ouvrait à l'étage. Nous nous éloignâmes brusquement l'un de l'autre. Bilal sortit rapidement par la porte de derrière et moi, j'allais me tenir près de l'évier, remplissant un verre d'eau. Mon père descendait les escaliers, une lampe torche à la main. Il entra dans la cuisine, me vit et demanda « Zainab, que fais-tu ici à cette heure-ci? » Je répondis en panique « Papa, j'avais soif, je suis venue boire de l'eau. » Mon père regarda du côté de la porte de derrière de la cuisine, qui était encore légèrement entr'ouverte. Une onde de suspicion traversa son regard. Il ne dit rien, se contenta de me faire signe de monter. Dès le lendemain, l'atmosphère de la maison changea complètement. Mon père installa un gardien au portail et ordonna à Bilal de ne plus se montrer nulle part, sauf pour le travail de la voiture. Ma mère restait sans cesse avec moi, comme si elle me surveillait. Je me sentais étouffée, j'avais l'impression d'être prisonnière dans une cage. Un jour, ma future belle-mère et mes belles-sœurs vinrent pour faire du shopping. Mon père ordonna à Bilal de sortir la voiture. J'étais aussi avec elle. Au moment de monter dans la voiture, mon regard croisa celui de Bilal. Il avait les yeux cernés, comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. Pendant tout le trajet, ma belle-mère continua à faire l'éloge de son fils, à quel point il était compétent et où nous devrions aller en lune de miel après le mariage. Je regardais par la fenêtre, cherchant sans cesse le reflet de Bilal dans le rétroviseur. Lui, pas une seule fois, ne regarda dans le rétroviseur. Ses mains étaient si serrées sur le volant que les veines de ses mains saillaient. Je savais combien il souffrait à l'intérieur. Quand nous descendîmes devant un grand centre commercial, ma belle-mère dit à Bilal « Reste là, immobile, jusqu'à notre retour. La voiture ne doit pas bouger d'ici. » Je vis que sous le soleil brûlant de midi, il était resté debout près de la voiture. Il avait de la poussière sur le visage et semblait très fatigué. J'aurais voulu aller vers lui devant tout le monde, lui prendre la main et lui dire « Allons-nous-en loin d'ici », mais j'étais impuissante. Pendant les achats, mon cœur n'était à rien. Je regardais sans cesse par la fenêtre, vers la rue où se tenait Bilal. J'avais l'impression que tout cela n'était qu'un leurre et que ma vraie vie se tenait là, sous le soleil. Quand nous revînmes, les vêtements de Bilal étaient trempés de sueur. Quand nous rentrâmes à la maison, mon père nous attendait. Dès qu'il vit Bilal, il le réprimanda. « Pourquoi as-tu mis autant de temps? » Il ne donna aucune excuse, baissa simplement la tête et s'écarta. Je montais dans ma chambre en courant et éclatai en sanglots. J'avais la sensation que quelque chose m'échappait. Je pensais qu'il fallait que j'agisse rapidement, sinon nous serions perdus tous les deux. À mesure que le jour du nikah approchait, les battements de mon cœur s'accéléraient. J'avais décidé que je rencontrerais Bilal une dernière fois et que je lui dirais qu'il y avait un moyen pour nous sortir de cette prison. Je ne savais pas que cette dernière tentative deviendrait pour nous deux une blessure à vie. Et finalement, la nuit du Mendi arriva.
Une grande tente avait été dressée dans le jardin devant la maison et il y avait des lumières jaunes partout. Le rythme du dolac résonnait dans tout le quartier. Mes cousines et mes amis bavardaient çà et là, mais moi, vêtue d'un ensemble gris, j'étais assise sur un canapé dans un coin, comme une prisonnière attendant sa sentence. Le parfum du mendi sur mes paumes me semblait du poison, parce que cette couleur était destinée à un autre. Je levai les yeux par la fenêtre vers la section des hommes où il y avait beaucoup d'agitation. Bilal, vêtu d'un chaloir camise blanc, servait de l'eau aux invités. Il semblait si fatigué et triste. À chaque fois qu'un invité le rudoyait ou l'appelait d'une voix forte, mon cœur se brisait. On ne cessait de lui donner des tâches, comme si l'on voulait délibérément l'humilier devant mes yeux. À ce moment-là, Kazim, mon futur mari, entra avec ses amis. Vêtu d'un costume coûteux, il semblait très arrogant. Il s'arrêta sous la véranda, regarda ses chaussures, sur lesquelles il y avait un peu de poussière. Il appela Bilal d'une voix forte. « Hé, garçon, viens ici, nettoie-moi mes chaussures. » Bilal se pencha silencieusement et se mit à frotter les chaussures de Kazim avec le mouchoir qu'il tenait à la main. À cette vue, je souffris terriblement. J'aurais voulu aller là-bas pour arrêter Kazim, mais je ne pouvais pas bouger de ma place. Puis Kazim donna une tape sur l'épaule de Bilal et dit en riant « C'est bon, maintenant va et apporte-moi un jus bien frais. » Bilal leva un instant les yeux vers moi. Il y avait dans ses yeux une douleur plus lourde que 1000 mots. Quand la nuit tomba, je saisis l'occasion, appelai un domestique et lui dis de dire à Bilal de m'attendre dans le vieux débarras. Personne n'allait plus là-bas parce que tous les invités étaient occupés dans la partie avant. J'arrivai là-bas à pas léger et vis Bilal assis dans l'obscurité, la tête baissée. Je l'appelai, il se leva d'un bond. Je lui pris la main. Je dis en pleurant, « Bilal, regarde ce qu'ils me font. Ne vas-tu pas me sortir de cet enfer? » Bilal dégagea sa main avec impuissance et s'appuya contre le mur. Il dit, « N'avez-vous pas vu que tout à l'heure je nettoyais ses chaussures? Je ne serai toujours qu'un domestique, quoi qu'il arrive. Même si nous fuyions, nous mourrions de faim. » Je m'approchai de lui et dis, « Je ne te laisserai pas mourir de faim. Demain, je te donnerai quelque chose qui nous permettra d'aller loin et de commencer notre propre affaire. Prépare-toi pour demain après-midi quand j'irai au marché. » Bilal resta silencieux un moment, puis il me prit la main. Le lendemain matin, la maison était pleine de la présentation des tenues de mariage et des bijoux. Ma belle-mère et mes belles-sœurs examinaient chaque objet. Mon père avait fait venir pour moi un lourd parure en or du plus grand joaillier de la ville. Quand cette parure fut posée devant moi, je la vis comme les chaînes qui allaient m'enfermer à jamais. Mon père appela Bilal et lui dit « Mets cette boîte dans la voiture avec précaution. Il faut que nous allions au marché pour quelques derniers achats et il faut aussi faire peser cette parure. » Je vis que Bilal prit la boîte avec beaucoup de précaution. Sur son visage, une étrange expression, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Je sortis de mon armoire ce petit baluchon dans lequel j'avais rassemblé mes bijoux personnels et un peu d'argent. Je pensais que ce serait le chemin de notre liberté. Quand nous montâmes en voiture pour aller au marché, mon père était avec nous. Il n'arrêtait pas de donner des instructions à Bilal de conduire prudemment parce qu'il y avait des objets de valeur. Bilal ne me regarda pas une seule fois dans le rétroviseur, il continua à conduire machinalement. Arrivé au marché, mon père dit à Bilal, « Toi, reste dans la voiture et surveille les affaires. Nous entrons. » Tout en marchant, je regardais Bilal. Il baissa les paupières pour me faire signe qu'il était là. Mon cœur battait la chamade. Je pensais que c'était peut-être les dernières heures que je passais dans cette maison. Je ne savais pas que le destin avait écrit autre chose pour moi et que ce voyage au marché allait être le tournant le plus terrible de ma vie. Quand j'entrais dans la boutique, mon esprit était bloqué sur la voiture garée dehors. Je ne cessais de penser que quelqu'un nous regardait. Mon père parlait sans cesse au téléphone avec quelqu'un et il y avait dans sa voix une étrange lueur de triomphe. Je pensais, encore un peu de temps, et moi et Bilal, nous irons loin de ce monde, là où personne ne nous connaîtra.
Mes yeux ne cessaient de se tourner vers l'extérieur, vers la rue où Bilal se tenait, tenant la portière de la voiture. Je tenais fermement mon sac à main, à l'intérieur duquel se trouvait ce baluchon et la lettre que j'avais écrite, dans laquelle je lui indiquais le lieu et l'heure pour fuir. Un peu plus tard, prétextant boire de l'eau, je sortis de la boutique. Dès que Bilal me vit, il regarda autour de lui, puis s'approcha de moi. Son visage était bouleversé. Je lui tendis rapidement le baluchon et la lettre et dis « Prends ça. Il y a les bracelets de ma mère. Nous partirons d'ici dès cette nuit. » Bilal prit le baluchon. Il dit « Si on nous attrape, le maître ne nous laissera pas vivants. » Je l'encourageai. « Prépare-toi seulement. Je rentre. » Quand je revins à l'intérieur, mon cœur était sur le point de sortir de ma poitrine. Après avoir terminé les achats, quand nous sortîmes, la voiture n'était plus là. Mon père regarda partout puis s'écria avec colère « Où est passé cet ingrat? » Je pensais en moi-même que peut-être Bilal, pris de peur, était déjà parti. Mais mon père sortit immédiatement son téléphone et dit à quelqu'un « Attrapez-le, ne le laissez pas fuir. » J'eus l'impression qu'on avait vidé tout le sang de mon corps. Quand nous rentrâmes en taxi, 2 voitures de police étaient garées devant le portail. Mes beaux-parents étaient aussi là. Kazim et son père serraient la main de mon père. Je posai le pied sous la véranda et à la vue de la scène qui se déroulait devant moi, le cri s'arrêta net dans ma gorge. Bilal était étendu par terre, sa chemise déchirée à plusieurs endroits, et un policier lui donnait des coups de pied avec ses bottes. Mon père, devant moi, sortit ce baluchon des vêtements de Bilal et, regardant mes beaux-parents, dit « Voyez, frère, je l'ai traité comme un fils, et il a volé les bijoux de mon unique fille. Il a commis ce vol au marché pendant que nous étions dans la boutique. » Bilal releva la tête une fois et me regarda. Il avait un œil enflé et du sang coulait de ses lèvres. Il y avait dans ses yeux une telle douleur. Il aurait pu prononcer mon nom, il aurait pu dire que c'était moi qui lui avais donné tout cela, mais il resta silencieux. Les policiers commencèrent à le traîner vers la voiture. J'aurais voulu crier « Ce n'est pas un voleur, c'est moi qui lui ai donné tout cela !» Mais mon regard tomba sur le visage de mon beau-père, qui regardait Bilal avec mépris. Je restais silencieuse, j'enfonçais mes ongles dans mes paumes, et en silence, je le regardais partir. Cette dernière image de Bilal, assis dans la voiture de police me regardant, devint un fardeau sur ma conscience qui ne se lèverait plus jamais. Tout le monde félicitait mon père d'avoir attrapé le voleur à temps, et moi, je mourais à l'intérieur. J'avais l'impression d'avoir envoyé mon propre amour derrière les barreaux de la prison de mes propres mains. Lui était sincère, et je l'avais fait passer pour un voleur. Puis je courus vers ma chambre. Je fermai la porte et m'assis par terre. J'avais l'impression que toute la pièce tournait. Je croyais encore que peut-être mon père ne savait rien et qu'il l'avait vraiment arrêté par soupçon de vol. Je brûlais dans le feu du remords, qu'à cause de moi la vie d'un innocent ait été détruite. Je pensais que quand la colère de mon père serait retombée, je lui demanderais de le relâcher. Mais comment aurais-je pu savoir quelle était la réalité? Peu après, le bruit des pas lourds de mon père résonna dans le couloir. Mon cœur s'arrêta. La porte de ma chambre s'ouvrit lentement et mon père entra. J'essuyai vite mes larmes et me tournai vers le mur. Je pensais qu'il allait exprimer sa peine pour le vol de Bilal, mais il était parfaitement silencieux. Je rassemblai mon courage, me retournai et le regardai. Il n'y avait pas de colère sur son visage, mais une étrange gravité. Il s'approcha de mon lit et s'assit sur le canapé. Il tenait à la main une feuille de papier pliée. Mon père tendit cette feuille vers moi et dit d'une voix très basse mais claire « Aujourd'hui, j'ai réglé l'affaire, Zainab, mais à l'avenir, fais attention. » Il me mit le papier dans la main et sortit de la chambre sans dire un mot de plus. Les mains tremblantes, j'ouvris ce papier. C'était la même lettre que j'avais écrite à Bilal, dans laquelle je lui disais de fuir. J'eus l'impression que la terre s'était ouverte et que j'étais ensevelie à l'intérieur. Je compris que mon père savait tout. Il avait fait passer Bilal pour un voleur uniquement pour sauver son honneur, afin qu'aucune parole ne circule dans la famille et que mon mariage soit sauvé. Bilal avait supporté la prison à cause de moi,
Mais il n'avait pas prononcé mon nom, et moi, par mon égoïsme, je lui avais infligé une punition pour un crime qu'il n'avait pas commis. Lui était sincère, moi j'étais fausse. J'avais pensé le sortir de cette vie, mais je l'avais poussé en enfer. Cette nuit-là, je ne dormis pas, seul le visage blessé de Bilal tournait sans cesse devant mes yeux. Puis, le lendemain, mon nikah eut lieu. J'étais assise en lehenga à côté de Kazim, mais mon être était ailleurs. Tout le monde me félicitait, mais mes oreilles résonnaient de la sirène de la voiture de police. Il y a maintenant plusieurs années que je suis mariée. Kazim s'est révélé être un bon mari. J'ai tout ce qu'une femme d'une famille riche possède, mais cette blessure dans un coin de mon cœur est encore fraîche. J'ai appris que Bilal avait été condamné à 3 ans de prison. Après 3 ans, il a été libéré, mais je ne l'ai plus jamais revu. Je sais que, où qu'il soit, il n'est pas heureux, car ces 3 années de sa vie se sont passées dans cette cellule noire sans qu'il ait commis aucun crime. Souvent, quand je me tiens devant le miroir, c'est un criminel que je vois dans mon propre reflet. Pour sauver l'honneur de mon père, j'avais réduit en cendres l'avenir d'un être innocent. Aujourd'hui, chaque fois que je vois passer une voiture, mes yeux cherchent une Bilal à l'intérieur, mais je sais qu'il ne reviendra plus jamais. Je suis sa criminelle et ce remords ne me quittera pas jusqu'à mon dernier souffle. Si seulement je n'avais pas rêvé d'amour, cet innocent n'aurait pas été puni.